c'est le Club Indé, c'est le grand retour du Club Indé pour cette rentrée, notre club de la presse indépendante. Alors aujourd'hui, vous le savez, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est face à la Cour de justice de la République pour répondre de la gestion gouvernementale du Covid depuis le début de la pandémie. Elle risque même d'être mise en examen. Alors est-ce que nous, aujourd'hui, au Club Indé, on va mettre en examen les médias pour leur couverture du Covid depuis 17 mois? Non. Mais on va examiner le travail des médias. Et pour ce faire, on va faire un petit écart par rapport au Club Indé habituel. Parce que oui, on a le représentant d'une éminente revue indépendante, Prescrire, mais on a invité exceptionnellement 2 journalistes indépendants, des journalistes scientifiques, qui vont revenir sur leurs travaux depuis le début de l'épidémie, mais qui vont aussi revenir avec le représentant de Prescrire sur le travail des médias et des grands médias en général. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un mix entre Club Indé et Arrêt-sur-Image. J'espère que vous me pardonnerez. Bonjour Bruno Toussaint. Bonjour. Alors vous êtes de la revue professionnelle, vous êtes le représentant ici de la revue professionnelle Prescrire que vous avez longtemps dirigée. Fondée en 1981. J'ai cru lire qu'elle était complètement indépendante depuis 1993. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, Prescrire est dépendant des abonnés. Depuis 1993, voilà. Prescrire est financé uniquement par les abonnés, essentiellement des médecins, des pharmaciens, des professionnels de santé qui cherchent à avoir une information fiable autant que possible, indépendante autant que possible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun financement par publicité. C'est édité par une association sans but lucratif. Il n'y a pas d'actionnaire et nous ne percevons aucune subvention de personne. Bon, je crois qu'on ne peut pas faire mieux, en fait. Merci. Je montre à nos abonnés donc, la revue Prescrire papier, mais vous la trouvez aussi sur Internet. Vous publiez donc des informations essentiellement sur les médicaments, sur la balance bénéfice-risque des médicaments. Oui, les actualités de pharmacovigilance, parce que quand les médicaments arrivent sur le marché, il y a eu une certaine quantité d'études sur l'efficacité. Et souvent, les effets indésirables sont laissés dans l'ombre ou moins évalués, et puis il faut plus de temps. Et oui, donc c'est bien dommage, donc il faut suivre ça. Et puis d'une façon générale, on tâche aussi d'apporter de façon régulière des synthèses, des mises à jour de la meilleure façon d'aborder tel ou tel problème de santé, que ce soit le dépistage ou le traitement. Et bien sûr, il n'y a pas que les médicaments. Mais est-ce que nos médecins, est-ce qu'on peut lire votre revue? Est-ce qu'on la comprend si on la... Enfin, moi, je l'ai comprise, les articles que j'ai lus, mais est-ce que de manière générale, c'est fait pour. C'est accessible donc aux non-professionnels? Alors, il y a des mots techniques, évidemment, parce qu'il y a le jargon, les mots techniques des maladies ou de l'évaluation des médicaments. Mais bien sûr que c'est destiné à tous. Pendant longtemps, on voyait dans les revues médicales réservées au corps médical. C'est tout simplement parce qu'il y avait de la publicité pour des médicaments réservés à la prescription. Mais sur le fond, il n'y a aucun problème d'accès. C'est juste une question de prérequis. Et donc, on le connaît déjà ou on l'acquiert par ailleurs, parce que nous, on n'arrive pas à prendre le temps, à avoir le temps de tout réexpliquer à chaque fois. Donc c'est vrai qu'il y a un certain prérequis. Mais donc il y a des dizaines de milliers de médecins et de pharmaciens, d'infirmiers, dentistes qui collaborent. Enfin, qui financent. Des dizaines de milliers, pas qui collaborent. Non mais vous avez beaucoup de collaborateurs dans il y a une centaine de personnes qui contribuent à la rédaction de Prescrire à côté de leur métier de professionnel de santé. Et puis quelques-uns à temps plein comme moi. Mais la plupart sont des personnes qui exercent encore leur métier à l'hôpital, en ville, le plus souvent en France, mais notre responsable de la rédaction adjointe est en Belgique, etc. Médecins et pharmaciens principalement, pour avoir les pieds sur terre et pas trop le nez que dans les dossiers. Très bien. Alors avec nous, depuis la Drôme, heureuse femme, la journaliste indépendante spécialisée Lise Barnéou. Vous êtes une habituée d'Arrêt-sur-Image. Merci d'être avec nous. Depuis le début de la pandémie, vous travaillez, je crois, exclusivement sur le Covid, sauf peut-être une petite exception ces dernières semaines. Vous travaillez notamment pour Mediapart et pour Le Monde. Et vous avez publié ce petit livre, Vaccin, petit guide par temps de Covid, où vous essayez à une pratique assez audacieuse par les temps qui courent, la nuance. On en reparlera. Et enfin, Brice Perrier, bonjour. Vous êtes journaliste scientifique indépendant. Vous pigez notamment pour Marianne et vous êtes l'auteur d'un livre sur les origines du virus. Il est là, SARS-CoV-2 aux origines du mal, dont on a parlé dans Arrêt-sur-Image, notamment parce que vous critiquez l'absence de libre arbitre des médias et leur côté moutonnier, notamment sur le virus. Bonjour à tous les trois, encore une fois, et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de plonger dans le sujet, on va faire un détour par l'actualité politique avec vous, Pauline Bock. Vous signez un article sur notre site qui est sorti hier soir. 254 heures de Zemmour candidat non décomptées
par le CSA. Vous le savez, Éric Zemmour, je suis sûre que je ne vous apprends rien, co-anime 4 soirs par semaine Face à l'info sur CNews, qui est une émission entièrement organisée autour de lui. Il est également éditorialiste au Figaro. Il co-anime une autre émission hebdomadaire qui s'appelle Zemmour et Nolo sur Paris Première. Mais sa candidature à la présidentielle, de moins en moins officieuse, change la donne en termes de mesure du temps de parole pour les médias audiovisuels. Alors Pauline, que vient de décider le CSA ? Ah oui, alors c'était mercredi dernier, le CSA a demandé aux chaînes de télévision de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour puisqu'il est désormais considéré comme une personnalité politique et catégorisé, je le précise, comme divers droite. Et donc le problème, c'est qu'avec ces 2 émissions régulières, ça fait beaucoup de temps d'antenne. Et alors, vous avez décidé de calculer donc les heures d'antenne qui sont antérieures à cette exigence du CSA, mais qu'on pourrait considérer comme relevant de cette mesure parce qu'on était déjà parfaitement au courant de sa volonté de se présenter. Alors, quelle date vous avez choisi pour démarrer votre calcul, Pauline ? On a choisi de commencer les calculs au 20 janvier parce que c'est le jour où Zemmour est en plateau sur Paris Première dans son émission Zemmour et Nolo. Et il refuse de répondre à une question. On lui pose la question de allez-vous vous présenter ? Il refuse de répondre sur sa possible candidature. Et après ceci, toute une machine médiatique est mise en marche et aboutit à des dizaines d'enquêtes sur Zemmour, comme dans l'Express début février qu'on peut voir à l'écran. Zemmour comme candidat potentiel. Hein. Voilà. Et donc, entre le 20 janvier et le 8 septembre, donc mercredi, on a calculé que Zemmour avait bénéficié de 254 heures d'antenne uniquement sur CNews. Et à ça, on peut ajouter 31h30 sur Paris Première, ce qui fait un total de plus de 12 jours. C'est beaucoup. 12 jours consécutifs. Oui, 12 jours complets, comme si vous étiez devant Zemmour et qu'il vous parlait dans l'oreille tous les jours pendant 12 jours. Alors comment CNews et Zemmour ont réagi à cette demande du CSA ? Alors, CNews a décidé de conserver son polémiste. Ils ne comptent pas changer de cap et ils n'ont pas précisé si ça veut dire quelque chose en termes de rééquilibrage du temps de parole politique. Et Éric Zemmour a publié un communiqué sur Twitter dans lequel il crie à la censure et déclare qu'il ne se taira pas, ce qui ne risque pas d'arriver puisqu'il reste sur CNews. On lui fait confiance. Il est aussi passé dans Touche pas mon poste hier soir pour râler sur, je cite, les journalistes militants qui comptabilisent ses heures de présence sur CNews pour bien montrer qu'on ne voit que lui. Ça, c'est vous, la journaliste militante. De ne pas avoir cité Arrêt sur image. Et voilà, prochaine fois, Éric Zemmour, si vous pouviez nous citer, ce serait mieux. On se retrouve dans 1 minute pour le Club Indé. Alors, on reprend notre Club Indé. Prescrire, vous êtes réputé pour votre indépendance vis-à-vis des firmes pharmaceutiques et des gouvernements successifs en général. Vous avez joué, d'ailleurs, je le dis parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, un rôle important dans l'affaire du Mediator. Et vous avez aussi travaillé sur la fameuse hydroxychloroquine. Moi, je voulais vous demander, pour commencer, comment vous, médecin qui écrivez dans ce journal, vous arrivez à échapper à la pression des labos. Pourquoi est-ce que vous y arriveriez ? On a l'impression que c'est impossible, que la pression est énorme. La pression peut être énorme, oui, ça c'est sûr, mais il faut s'organiser. C'est ce à quoi se sont attachées les équipes de Prescrire depuis la fondation de Prescrire, c'est s'organiser pour résister à cette pression. Parce qu'effectivement, elle est très réelle. Hein. Alors, en quelques mots, comment s'organiser le financement ? Donc, une association 1901, enfin ça c'est le statut, pardon, ouais. Une association sans but lucratif, financement par des abonnés qui ont intérêt à avoir une information fiable pour faire leur métier, donc médecins, pharmaciens, etc. Et puis, toute une organisation interne à la rédaction. D'une part, une équipe, enfin 2 équipes d'ailleurs, qui veillent l'actualité scientifique et du marché, qui ne sont pas des rédacteurs, en tout cas qui ne rédigent pas les articles qu'ils documentent, donc un ensemble, on va dire, documentaire, des équipes documentaires, pour résumer, voilà. Et puis d'autre part, des rédacteurs, des rédactrices, une rédaction. Et le choix tout est collectif. L'ensemble du processus est collectif, du tri simplement, est-ce qu'on va en parler, est-ce qu'on n'en parlera pas ? Et ensuite, comment est-ce qu'on va en parler ? En grand, petit, très vite, pas tout de suite. On parle de médicaments là, hein, quand on dit est-ce qu'on va en parler ? Là, on parle des médicaments, parce que vous parlez firme pharmaceutique. Mais c'est vrai pour tous les sujets abordés dans la revue de Prescrire. Et ensuite, alors tout ça, ce sont de petits groupes de travail à chaque fois. C'est jamais une seule personne toute seule qui décide « Allez, on va faire ça ». Non, non. Pour être sûr de conserver l'indépendance, d'échapper à l'influence. Voilà, minimiser, enfin réduire au minimum possible les influences, effectivement, des firmes pharmaceutiques ou d'autres choses. Et puis ensuite, donc, l'écriture, elle est collective aussi. Bien sûr, il y a un rédacteur ou une rédactrice principale, c'est évident, mais elle a très vite un référent ou une référente, et ensuite un responsable de rubrique, ensuite de la relecture en interne comme en externe. Ah oui. Et quand on voit l'ours de la revue Prescrire, on voit que chaque mois, il y a une centaine de personnes extérieures à la rédaction
que nous avons sollicités, et la plupart répondent heureusement, pour apporter leur regard critique sur les projets d'articles. Et on tâche bien sûr de varier les divers points de vue de spécialistes très pointus, de néophytes qui débarquent, de médecins en ville, de spécialistes donc à l'hôpital, vous avez etc. mis en place toute une série en fait, de garde-fous, on pourrait dire ça, voilà, pour éviter... Voilà, c'est la pluralité, la diversité des points de vue, et tout est traçable, tout est tracé, tout est écrit. Maintenant, c'est numérique, évidemment, mais avant, ça faisait des piles comme ça, là, de paperasse. Et tout ce que nous écrivons, à part l'éditorial, évidemment, mais tout le reste est référencé et vérifiable. Tout est référencé, les références sont à la fin, la bibliographie, comme on dit, à la fin de l'article, que nous tenons à disposition des abonnés pendant des années. Et donc, c'est ça principalement, c'est cette notion d'organisation, de répartition, d'organisation. C'est intéressant. Et puis, j'allais dire, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, tous les rédacteurs, tous les membres de la rédaction et tous les responsables de Prescrire signent bien sûr un engagement, une déclaration d'absence de conflit d'intérêts. Ils sont mobilisés pour prescrire et n'ont aucun lien ni aucun conflit d'intérêts avec quoi que ce soit d'autre dans le domaine pharmaceutique. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. On va voir une petite séquence que nous a préparée Adèle Bello. Alors, vous allez voir dans l'ordre l'humoriste antivax Jean-Marie Bigard, l'infectiologue Christian Perron et un certain Philippe de Villiers. Regardez. Je crois que Big Pharma a réussi son coup. Je crois. Ils veulent bloquer, tuer la chloroquine parce que Big Pharma, ils n'en ont rien à branler de soigner les gens. Jean-Marie Bigard. Tout ça, c'est des médicaments pas chers. Et ça gêne le plan de Big Pharma qui voulait utiliser la pandémie pour nous fourguer un médicament très cher par voie intraveineuse qui ne marche pas et qui est un peu toxique, et puis pour nous fourguer le vaccin. Après, il y a eu le fameux exercice de simulation à New York le 18 octobre 2019, où là, Big Pharma, Big Data, Big Finance simulent une pandémie. Pour moi, c'est un grand délire, mais qui est instrumenté, parce que c'est pas par Big Pharma. Voilà, alors je voulais vous soumettre ce montage, on va en parler tous ensemble, mais je voulais revenir avec vous, Bruno Toussaint, sur ce montage, parce que je me suis dit, au fond, est-ce qu'ils ne vous ont pas piqué votre grille de lecture en utilisant l'expression Big Pharma et en l'utilisant de manière abusive et en attribuant à Big Pharma, donc les lobbies pharmaceutiques, des faits qui ne leur sont pas forcément attribuables. Mais comment vous réagissez face à l'utilisation de ce terme ? C'est un peu réducteur, là, parce que la réalité, bien sûr, c'est qu'il y a, bien sûr, des firmes pharmaceutiques, et globalement, sur nos systèmes de santé en France comme ailleurs dans le monde, les firmes pharmaceutiques, globalement, sont très influentes. Bon. Donc jusque-là, vous êtes d'accord avec... Si on peut dire, voilà. Oui, elles sont très influentes. Il y a un très grand déséquilibre des forces, depuis quelques dizaines d'années, entre l'ensemble des firmes pharmaceutiques et les autres acteurs de la santé. Parce que de nos jours, ça s'est fait en quelques dizaines d'années, effectivement, c'est pas d'hier, mais c'est pas non plus de l'origine du monde. Les firmes pharmaceutiques sont de loin les mieux organisées et les plus riches dans ce secteur, c'est bien ça. Donc, en pratique, elles financent l'essentiel de la recherche sur les médicaments. Donc, elles détiennent les informations et elles orientent l'essentiel de la recherche sur les médicaments. Et elles détiennent les données. Ensuite, elles financent une grande partie de l'information sur les médicaments, soit simplement parce que c'est elles qui ont les données d'évaluation, donc c'est elles qui les détiennent et qui les mettent à disposition de certaines façons dans des revues qui sont souvent en bonne partie financées par soit la publicité, soit littéraires à part, en tout cas qui ont intérêt à publier le scoop, entre guillemets, ou l'article qui va faire sensation, qui sera médiatisé et qui va attirer de l'audience sur tel ou tel médicament nouveau ou prétendument nouveau, etc. Et puis elles ont une grande influence sur les leaders d'opinion médicaux, c'est-à-dire des experts qui sont invités au congrès, qui sont associés aux travaux de recherche et qui, petit à petit, se retrouvent sous influence, plus ou moins consciemment. Il y en a, c'est très consciemment, bien sûr. Il y en a, c'est beaucoup plus naïvement, mais ils sont quand même sous influence et ils répètent le discours, ils promeuvent plus ou moins clairement, plus ou moins directement, tel ou tel médicament. Auprès de leurs pairs, auprès de leurs collègues et aussi auprès des étudiants. Donc ça a aussi beaucoup d'influence sur la formation initiale. Et puis donc formation initiale, formation continue. Et ça fait déjà beaucoup d'influence, sans compter bien sûr des influences politiques. On va faire une usine ici, non, on va la faire là-bas. Enfin, voilà. Mais alors, Big Pharma, Lise Barnéou, on peut tomber d'accord sur l'existence de ce Big Pharma. Comment vous interprétez la manière dont le terme est utilisé là, dans le montage qu'on vient de montrer ?
Je partage tout à fait l'analyse de Bruno Toussaint. Il faut être conscient je dirais, des histoires de gros sous derrière toutes les histoires de santé. Pour autant, exactement comme Prescrire a réussi à mettre des garde-fous pour s'en protéger, il faut aussi avoir conscience que nos institutions ont certains garde-fous. Alors, je ne dis pas qu'elles marchent à tous les coups, mais moi, j'ai une anecdote assez rigolote sur cette histoire de Big Pharma, parce que j'ai publié en... Ah, on allait en parler, mais allez-y, parlez-en maintenant. Ah d'accord, voilà. Non, j'ai publié à l'automne un article dans Le Monde sur le Remdesivir, qui est donc une molécule produite par Gilead, un des labos qui est quand même extrêmement influent, et notamment en France. Donc une molécule contre un médicament qui était censé, disons, peut-être pas guérir, mais en tout cas diminuer le temps d'hospitalisation et permettre... Pour le Covid, on parle du Covid là. Oui, pardon, c'était vraiment des papiers Covid. Et donc c'était en tout cas vendu tel quel, et les études de vérification étaient en cours. Mais en fait, un des arguments phares de toute la sphère raoultienne était de dire qu'on ne voulait pas de l'hydroxychloroquine, qui est effectivement une molécule peu chère, pour privilégier le Remdesivir et Gilead, qui avait ses entrées partout autour de Macron. Et donc, il parlait de fanatisme pro-Gilead, et que c'était la raison pour laquelle on ne voulait pas d'hydroxychloroquine. Et donc, moi, j'ai fait un article en novembre qui effectivement révélait les magouilles de ce laboratoire pour pousser cette molécule à l'échelle européenne. Mais ce que je racontais dans le papier, c'était que en fait, la France était le seul pays européen à ne pas avoir passé commande dans le cadre de la commande européenne du 7 octobre. Et ça, c'était une info nouvelle. Et ce qui est drôle, c'est que dans les réactions suite à mon article, il y avait toute une partie de ces pro-raoultiens qui commençaient à me suivre et à partager mon article. Et je pense qu'ils n'avaient lu que le titre. Pourquoi ils le partageaient? Parce que mon article. Vous sembliez dire, oui, le Remdesivir a été préféré au fond à la chloroquine par les autorités de santé. Enfin, c'est ça que vous semblez. Non, le titre de l'article, c'était uniquement comment Gilead a refourgué sa molécule à toute l'Europe, alors que les preuves d'efficacité sont pas là. Donc le titre et le chapeau, il était anglais là-dessus. Mais dans le papier, j'expliquais que dans cette ambiance-là, la France faisait figure c'était un cas unique où ils avaient peut-être plus pris conscience du fait qu'on n'avait pas encore de preuves de l'efficacité de cette molécule. Mais est-ce que c'est pas à cause de Didier Raoult, qui justement a mis le sujet sur la table et qui a beaucoup parlé de Gilead, et qui fait que la France a peut-être été plus prudente par rapport à tous les autres pays européens? Est-ce que c'est grâce à Didier Raoult? Ça, pourquoi pas? C'est une hypothèse qu'il faudrait c'est quand même Didier Raoult a eu beaucoup d'impact en France, donc c'est son pays. Mais alors, juste pour terminer, on va venir avec vous. Juste pour terminer sur les réactions à votre article, ce qui est rigolo, c'est que quand donc ceux qui le promouvaient sur les réseaux sociaux oubliaient que la France, elle, avait refusé. J'imagine qu'il y avait ceux qui lisaient uniquement les titres et qui, du coup, se mettaient à me mettre dans leur camp, et ceux qui lisaient le papier entier et qui disaient « mais non, c'est une menteuse, elle est à la botte de Macron et qui, tout à coup, me mettaient dans le camp adverse ». Donc c'est juste pour dire qu'en fait, on est vite catalogué dans les camps qui nous arrangent. Qui arrange les lecteurs, exactement. Sur le montage qu'on a vu, Brice Perrier, le Big Pharma utilisé de manière comme ça très générique, comment vous réagissez à ça, à Jean-Marie Bigard qui parle de Big Pharma? Est-ce que vous attendiez à ce que cette expression devienne aussi populaire, notamment dans ces milieux-là, disons en l'occurrence pour Bigard, on va parler de ça fait quand même quelques années. Il y a eu un livre qui est paru aux arènes en 2016 qui s'appelle Big Pharma, qui est un livre très sérieux, qui montre justement l'influence très dominante, la domination un peu des Big Pharma, des grosses entreprises pharmaceutiques sur le marché de la santé et des médicaments. Et que ce nom se répande, moi ça ne m'étonne pas. On le voit après, il peut y avoir des fantasmes, que ce soit excessif, bien sûr aussi.
Mais il y a une réalité Big Pharma. Hein. Ça, vous semblez tous le dire. Juste un dernier point là-dessus. J'avais l'impression qu'il y avait une petite différence d'analyse entre Lise Barnéou et Bruno Toussaint sur la centralité des lobbies, enfin des firmes pharmaceutiques dans le Covid. Vous disiez, ils ne sont pas centraux parce qu'ils n'ont rien trouvé. En fait, ils se sont greffés sur des petits labos qui, eux, ont trouvé, par exemple, les vaccins. Donc, ils ne sont pas au centre du tout des trouvailles sur le Covid. Par contre, ils se font de l'argent, ça c'est sûr. Alors que, il me semblait, Lise, que vous trouviez qu'eux sont vraiment au centre, en tout cas, qu'ils ont ils sont du bon côté du rapport de force. Est-ce que là-dessus, vous avez une petite différence d'analyse ? Oui, on a droit à la différence, voilà, à la nuance. Mais c'est peut-être simplement une différence de quoi on parle. Globalement, oui, bien sûr, les firmes pharmaceutiques, et particulièrement les plus riches et les plus influentes, oui, elles exercent beaucoup d'influence sur le monde de la santé. Nous, on ne voit pas de preuve de complot, d'organisation, non. Mais par contre, oui, elle pèse lourd, ça c'est très clair. Alors ensuite, dans le cas du Covid, nous, ce qu'on a constaté, c'est que, oui, effectivement, Gilead a essayé, et a réussi d'ailleurs à gagner de l'argent avec pas grand-chose finalement, donc ce Remdesivir, qui, comme son nom l'indique à la fin, la vire, c'est un antiviral qui a été étudié dans d'autres virus. Là, ils l'ont évalué, ils ont tenté de laisser croire que peut-être ça allait résoudre ou aider dans certaines situations graves et tout dramatiques, perfusion hôpital. Bon, puis finalement, effectivement, comme c'est très clair, non, ça ne fonctionne pas. Pour autant, ce qu'on constate, en tout cas en matière de médicaments en général et de vaccins en particulier, nous, ce qu'on a aperçu à prescrire, c'est que, en tout cas en début de semaine, quand on a fait le point, il n'y a pas de médicaments très satisfaisants contre Covid, qui soient évalués sérieusement avec des preuves. Il n'y en a pas, donc on ne peut pas dire qu'ils ont réussi leur coup, Big Pharma, il n'y en a pas. Et si on regarde les vaccins, en 2020, les trois premiers producteurs de vaccins dans le monde, c'est GSK, GlaxoSmithKline, Merck et Sanofi. Et vous n'entendez pas parler qu'ils ont réussi dans le Covid. GlaxoSmithKline, vous n'entendez rien, enfin moi je crois qu'on n'entend rien. Merck, hors paysage, et Sanofi, on entend plutôt dire qu'ils sont en retard, ils ont loupé, ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Bon, ce qu'on constate, c'est que les deux vaccins qui ont le plus de succès, en tout cas en Europe ou en pays riches, on va dire, c'est Pfizer, on entend Pfizer qui est effectivement un des Big Pharma, ça c'est sûr, mais c'est BioNTech, une petite entreprise allemande, fondée par des immigrés en Allemagne, en tout cas pas depuis longtemps, qui était en pointe sur cette technologie de l'ARN messager et qui a réussi on a vu. Alors Pfizer apporte de la notoriété, beaucoup d'argent, des moyens pour faire de grands essais comparatifs et mobiliser des chaînes de production. Et l'autre dont on entend parler, c'est Moderna. Bon, Moderna, mode RNA, là aussi centré sur l'ARN messager, un pari d'une petite firme. On en avait parlé en préparant l'émission. Au printemps 2020, Moderna a 0 médicament sur le marché. 0. Il n'y a aucun. Ils n'ont encore rien vendu. Et en bourse, ça vaut, entre guillemets, on peut discuter ce que ça vaut en bourse, 30 milliards de dollars. Bon, donc de ce point de vue-là, les grands Big Pharma historiques, ils n'ont pas été déterminants. Mais il y en a des nouveaux. Oui, ça bouge. Lise Barnéou, est-ce que Big Pharma a gagné, encore une fois, dans cette histoire de Covid ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Non, mais moi, je partage tout à fait, au contraire, l'explication de j'essayais de faire des... je trouve que ça a rebattu pas mal les cartes de ceux qu'on appelait les Big Pharma. Alors, évidemment, ils sont encore là, mais c'est pas les grands gagnants là de la Covid. Ou alors, c'est plus les mêmes. Enfin, je veux dire, l'importance, la hiérarchie a changé éventuellement. On voit bien qu'il y a certaines ententes entre eux, c'est très clair, mais il y a quand même beaucoup de concurrence aussi. Alors, on va parler des médias anxiogènes sur le Covid, parce que l'idée de l'émission nous est venue en fait en lisant votre article, Bruno Toussaint, sur l'aspect anxiogène de la couverture du Covid par les médias depuis le début. Alors évidemment, c'est normal que la couverture média soit anxiogène puisque la situation est en soi inquiétante. Je rappelle quand même qu'on a, je crois, 115 000 morts du Covid en France. Alors pour vous, cependant, c'est allé parfois trop loin. On va regarder une série des titres que vous avez pointés dans votre article. L'Est républicain, donc là on est en 2020, ses parents meurent brutalement du coronavirus, un enfant de 4 ans se retrouve orphelin. Donc voilà, vous pointez ce genre de titres très sensationnalistes. Contaminé, une professeure meurt en plein cours sur Zoom, sur CNews. Les 4 grands-parents morts en un mois dans une famille, dans la même famille.
Et puis, ce papier de Capital, plus de 100 personnes auraient été contaminées par un médecin sans masque. Et alors, je voulais terminer par un propos de Bruno Le Maire, qui était interviewé sur France Inter et qui a dit, à propos du Covid, « Ça a été violent, une fois qu'on est passé, on voit les choses différemment, ça n'est pas une maladie comme les autres. » Alors, je voulais juste revenir sur ce dernier, ce propos de Le Maire. Au fond, je n'ai pas compris pourquoi vous trouviez ça critiquable, parce que une fois qu'on y est passé, on voit les choses différemment. Ben oui, sans doute, ça n'est pas une maladie comme les autres, ça a été violent. Il est où le problème avec ce propos de Le Maire ? Alors, ça n'est pas une maladie comme les autres, il faut la prendre au sérieux. Ben, il y a plusieurs maladies à prendre au sérieux. Hein. Enfin, moi, je crois. Hein. Il y en a pas mal. Oui, il y a beaucoup de maladies à prendre au sérieux. Pas toutes, on est bien d'accord. Un rhume, oui, mais c'est pourquoi un pas rhume. Celle-là enfin... Ben, celle-là, oui, comme les autres, certes. Ouais. Nous, ce à quoi on a été sensible, bon, il n'y avait pas que ça, hein, vous l'avez remarqué. Pour nous, ça donne, comment dire, c'est ambigu. Ça donne la parole à un patient qui s'en est remis. C'est intéressant. Souvent, dans le monde de la santé, nous, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup donné la parole aux patients. Mmh. Voilà, ça c'est clair que dans l'équilibre des forces dont on parlait tout à l'heure, les firmes pharmaceutiques, les soignants, les pouvoirs publics, les patients, ils n'ont pas beaucoup, historiquement, ils n'ont pas beaucoup voix au chapitre. Même si certaines associations sont là aussi financées par des firmes. C'est une autre histoire. Oui. Donc ça, c'est positif qu'il y ait la parole donnée aux patients. Là, on trouve que c'est un peu sensationnaliste quand même. Ça a été violent. Oui, et pourquoi rapporter plus que ça a été violent que c'est une maladie à prendre au sérieux ? Nous, on trouve que cette façon de mettre en avant « ça a été violent ouais. », ça dramatise, ça peut rendre anxiogène, alors que c'est déjà assez sérieux comme ça pour nous. Et vous n'avez pas l'impression qu'il faut que les gens aient peur de cette maladie, ou qu'il fallait, notamment en 2020, que les gens en aient peur ? Est-ce que ce n'était pas une nécessité ? Alors, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut... Moi, je ne vais pas dire ce qu'il faut ou pas. Prescrire ne va pas donner des leçons. Ce qu'on a essayé de constater, enfin de regarder, et le résultat, c'est le constat qui est résumé dans l'article, là, c'est que on avait vu que dans diverses situations d'épidémie, comme Ebola en Amérique ou les attentats, etc., il y a des études qui ont montré que le traitement médiatique de telle ou telle catastrophe, attentat, etc., générait lui-même, le traitement médiatique, de l'anxiété, ajoutait de l'anxiété. C'est ce que vous racontez dans votre étude sur le Covid. Hein. Alors, c'est ce qu'on a vu. On a vu que ça avait été observé dans d'autres situations, d'autres années, d'autres lieux, et on a voulu voir, surtout qu'on avait l'impression que peut-être bien, oui, ce qu'il en avait été en France en particulier, mais ailleurs aussi, avec le Covid. Bon, et le résultat, c'est qu'il y a des données de niveau de preuve modeste et discutable, mais qui convergent quand même vers l'impression que, oui, ça a probablement contribué à ajouter encore de l'anxiété à quelque chose qui est déjà très sérieux. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Brice Perrier, sur ces titres sensationnalistes que pointe Bruno Toussaint ? Bah oui, moi aussi, je trouve que c'est... On a eu un côté très anxiogène, et sans doute excessivement anxiogène dès le début, parce que c'est... Je sais pas, c'est quand même une maladie qui touche pas non plus... ça peut toucher tout le monde, mais c'est quand même des populations particulières qui sont touchées massivement. Et dire à tout le monde que ça peut nous tuer, qu'il faut avoir peur. Moi, je voyais encore la semaine dernière le ministre Olivier Véran qui dit qu'il ne faut pas avoir peur du vaccin, il faut avoir peur du virus. Ça me paraît bizarre en termes médicaux de dire « ayez peur ». Je ne suis pas sûr que ça soit très efficace pour l'immunité, pour le côté mental, parce qu'il y a quand même dans les maladies, il y a le côté placebo, nocebo, vivre dans la peur et la panique, se terrer chez soi. Alors que, je ne sais pas, un virus, c'est mieux de développer son immunité, d'aller dehors, de faire de l'exercice. Tout ça, ça a été banni, on n'ayez peur. Pendant le premier confinement, mais pas après, ouais. Quand même, encore la semaine dernière, vous avez le ministre qui vous dit qu'il faut avoir peur du virus. Oui, non, mais vous parliez du plein air. Ouais. Faut avoir peur du virus, et c'est quand même, je sais pas, ça me paraît bizarre au niveau médical de préconiser la peur, de prôner la peur. Lise Barnéou, est-ce qu'il faut prescrire la peur pour que les gens fassent attention ? Non, je pense également que la peur a plutôt tendance à paralyser. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours... pour vous, j'ai essayé de regarder un peu tous les papiers que j'avais pu faire pendant la crise. Et j'ai surtout essayé de faire en sorte que les gens puissent comprendre, en fait. Comprendre comment l'infection se déroule, comprendre comment notre immunité fonctionne, comment la contagion se passe. Et j'ai tendance à penser qu'on arme beaucoup mieux les gens en leur donnant les clés de compréhension qu'en leur faisant peur, évidemment. Ce que vous avez fait beaucoup sur Mediapart, alors je voulais juste dire qu'en ce moment, il y a moins de raisons d'être inquiet, parce qu'effectivement,
l'épidémie est en phase, je ne sais pas si on peut dire descendante, en tout cas moins d'infections, moins d'hospitalisations. Mais l'angoisse en ce moment porte quand même sur le fait que même vacciné, on est susceptible d'attraper le virus et de le transmettre, et que du coup, le rêve d'une immunité collective s'éloigne. Alors sur les plateaux, médecins et scientifiques ont du mal à accorder leur violon sur cette question de l'immunité collective. On va regarder un petit montage, ça concerne 3 semaines, août-septembre, de questions sur le sujet. Regardez. Grande déception, ce n'est pas le vaccin qui va nous débarrasser de ce virus. L'immunité collective qui était censée éteindre l'épidémie avec une population vaccinée à 75 ou 80% était un mirage. L'immunité collective, c'est le monstre du Loch Ness en Écosse. Tout le monde en parle et personne ne l'a jamais vu. Sur l'immunité collective, vous aviez aussi vous-même, professeur Eric Combe, défendu cette immunité grâce au vaccin. Elle ne marche pas, l'immunité collective. On s'en éloigne aujourd'hui. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense au contraire qu'on s'en rapproche. Certains infectiologues le disent. Oui, peut-être, mais non, je pense qu'on s'en rapproche. Il faut être serein. On va y arriver progressivement. Effectivement, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. L'immunité collective de population est un leurre, c'est-à-dire qu'on voit bien que le virus circule et va circuler malgré la vaccination. Il est tout à fait illusoire, à mon avis, de compter sur cette immunité collective. Tout d'abord parce qu'on ne l'atteindra pas en France, et puis comme il a été dit, il y a des problèmes de réservoirs, que ce soit des réservoirs animaux ou même que ce soit des réservoirs humains dans les pays qui ne sont pas vaccinés. Je crois qu'il faut nuancer un petit peu la parole des scientifiques. C'est-à-dire ce qu'ils disent, c'est surtout qu'on ne va pas atteindre l'immunité collective au moment où on l'a espéré qu'on pourrait l'atteindre, c'est-à-dire avec des dates précises, le mois d'août, le mois de septembre, le mois de novembre, mais on l'atteindra forcément, cette immunité collective. On ne va pas atteindre l'immunité collective. Je pense que c'est une illusion de penser qu'on va atteindre l'immunité collective et que le Covid va rester des mois et des années. Pour obtenir une immunité collective en France, il va falloir atteindre 90% de gens immunisés. Il est indispensable que ces gens s'immunisent par la vaccination et non pas par l'infection. Bon, là, on parlait de médias anxiogènes. Alors, si on regarde ça, je veux dire, le téléspectateur, il ne sait plus où il habite, là. Il ne comprend pas ce qui est en œuvre. Qu'est-ce que vous pensez de cette cacophonie? Dieu sait qu'il y en a eu des cacophonies sur les plateaux télé, mais là, c'en est une nouvelle. Lise, je vais vous donner la parole. Je pense plusieurs points. Déjà, il faut bien comprendre qu'on est face à une situation nouvelle et que donc on s'adapte aussi en fonction des informations nouvelles. C'est vrai qu'on ne savait pas encore en juin, je dirais avril, mai, juin, où là il y avait vraiment cette idée pour certains de zéro Covid et d'autres en tout cas d'immunité collective. On ne savait pas qu'un variant tel que le Delta échapperait plus à la vaccination et que donc des personnes vaccinées pourraient plus transmettre ce variant que les variants du début. Donc oui, ça change la donne et quelque part c'est normal que des discours, que la parole scientifique évolue en fonction des faits. Oui, mais là on est à peu près en même temps et elle est très cacophonique. Ça, c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Et ça je pense que c'est plus lié au fait que par immunité collective, les personnes entendent des choses différentes. En fait, l'immunité collective, je pense qu'au début, elle a été pensée uniquement dans le cadre d'une vaccination, en fait. Et là, on est dans une situation où il y a à la fois les personnes immunisées naturellement, à la fois des vaccins, mais qui ne nous protègent pas de l'infection. Et donc, on utilise un terme avec des définitions différentes et peut-être aussi des objectifs différents. Parce que est-ce que l'objectif... on est encore à un objectif où on vise la zéro Covid avec aucune circulation, ou est-ce que l'objectif c'est d'éviter que les hôpitaux soient débordés? Donc chacun parle en fait avec sa perspective, avec sa grille de lecture. Ouais. Bruno Toussaint. Ah oui, merci. Ça fait du bien d'entendre la rationalité, le raisonnement. De la part de Lise Barnéou, vous voulez dire? Oui. Et d'autres, j'espère. Plutôt que la peur, parce qu'effectivement, c'est... Enfin, comment dire, le management par la peur, la manipulation par la peur, c'est affreux, quoi. Il ne faut pas ça. Alors, du point de vue rationnel... Mais dans ceux que vous avez entendus, là, ceux que vous critiquez, c'est ceux qui disent « on n'y arrivera jamais », c'est ça? C'est ceux-là qui vous dérangent? Non, j'ai essayé de faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Mais là-dessus, sur le montage qu'on a vu. Alors, on voit, c'est la mosaïque, là, c'est le kaléidoscope, il y a de tout. Alors, si on essaye, je vais essayer... suite à Lise Barnéou, de mettre un peu de rationalité. Un mot important, je pense, dans ce qu'elle a dit, en plus des autres, c'est objectif. Effectivement, immunité collective.
pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on attend de ça? Comme a dit Lise Barnéou, je crois que c'est tout à fait juste. Si on vise à ce qu'il n'y ait plus de raz-de-marée de malades en détresse qui arrivent à l'hôpital, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus de personnel, on n'a plus de respirateurs, on n'a plus d'oxygène, ça va très mal, c'est la crise, c'est le désastre. Heureusement qu'il va y avoir une partie importante de la population qui, d'une façon ou d'une autre, sait se défendre du Covid et immuniser d'une façon ou d'une autre. Ça tombe bien. On a envie de ça. La société a intérêt à avoir ça. La collectivité a intérêt à avoir ça. Alors ça prend un certain temps. Comme a dit un des intervenants, peut-être c'était le généraliste, je ne suis pas sûr, mais il me semble, ça prendra un certain temps. C'est Roger Ruin, le médecin généraliste, oui. Très bien. Ouais. En l'occurrence, très bien. C'est peut-être pas le plus scientifique, épidémiologiste, etc. Mais par contre, il a sans doute le pragmatisme du médecin généraliste. Que vous étiez. Que j'étais, oui. et la vue d'ensemble d'un problème. Donc, de ce point de vue-là, oui, bien sûr, c'est intéressant qu'il y ait beaucoup de personnes immunisées. Alors, on appelle ça, si on veut, immunité collective. Et c'est intéressant pour qu'il n'y ait plus une telle pression de la maladie sur la société et le système de soins en particulier. Alors, ensuite... Ça, c'est objectif, mais on pourrait avoir aussi comme objectif disparition de la maladie. Ça va être plus difficile. Ça, c'est clair que les maladies que l'humanité a réussi, les maladies infectieuses, que l'humanité a réussi à faire disparaître, il y en a extrêmement peu. C'est presque un mirage. Bon, mais par contre, vivre avec, en quelque sorte, qu'il n'y ait plus de situation aussi critique, ça, c'est possible, effectivement, s'il y a beaucoup de personnes immunisées. Encore autre chose, le moyen d'atteindre l'objectif. Comment faire? Manifestement, les vaccins ARN, ou même les autres vaccins Astra, etc., là, qu'on a eu en France, ou qu'on a en France, manifestement, oui, ils augmentent fortement. Globalement, la population vaccinée est nettement mieux protégée. Alors, ce n'est pas parfait, évidemment. On va regarder d'ailleurs à ce titre quelques schémas récents. Oui, vous voulez finir. Finissez votre phrase, mais après, on va regarder les schémas. Comme disait le docteur, ça peut prendre plus de temps que prévu. Oui, évidemment que tout n'est pas planifiable, organisable. Il y a beaucoup de chiffres, mais là, c'est une réalité médicale, sociale, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, juste pour être quand même un peu clair sur le vaccin, évidemment que ça évite les formes graves de la maladie. On va regarder un des schémas de Guillaume Rosier, vous savez, ce spécialiste des données de santé qui utilise les chiffres du ministère et qui fait des graphiques souvent très, très clairs. Donc là, on voit bien le nombre de nouveaux cas positifs continue de baisser rapidement, moins 24% en une semaine. Voilà, donc on voit bien l'effet quand même du vaccin. On le voit encore mieux dans les hôpitaux. Et puis, ouais. C'est beaucoup plus intéressant que les cas de voir les hôpitaux pour voir l'impact du vaccin. Excusez-moi. Oui. Non, je voulais juste qu'on regarde aussi un autre schéma de Guillaume Rosier. Alors, je précise, ce n'est pas des chiffres absolus, c'est des proportions. On va regarder l'autre sur cas positif, Covid positif. Voilà. Non, oui, c'est celui-là. Il a pris une base de 10 millions de vaccinés et de 10 millions de non-vaccinés pour pouvoir comparer. Et il dit bien, pour 10 millions de vaccinés, 710 cas positifs. Pour 10 millions de non-vaccinés, 58 036 cas positifs. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour rappeler quand même que le vaccin, ça sert à quelque chose. Sur cette cacophonie un peu immunité collective, qu'est-ce que ça vous inspire sur aussi le fait que dans les chaînes d'infos sont tout le temps obligées de nourrir l'information? Ça donne... Moi, il y a des choses sur l'immunité. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'immunité, donc je ne sais pas si on atteindra l'immunité collective ou pas, mais ce qui m'avait étonné, moi, c'est que, et je crois que c'était le dernier intervenant qui disait ça, que l'immunité du vaccin serait meilleure que l'immunité naturelle. C'est un discours qu'on entendait cet été. L'immunité naturelle due au fait qu'on a eu le Covid, d'avoir eu le Covid, ce qui me paraissait quand même une première, parce qu'en général, l'immunité naturelle, elle est toujours meilleure que le vaccin. Ça paraît logique. Et il y a eu cette idée qui était, non, c'est mieux, le vaccin va mieux vous immuniser que la maladie. Et là, cet été, on a vu, il y a une étude en Israël qui est sortie sur beaucoup de cas et qui montre que non, que l'immunité naturelle serait 6 à 12 fois meilleure que l'immunité du vaccin. Donc, on a peut-être aussi sublimé ou fantasmé cette immunité du vaccin en disant, oui, on va vacciner tout le monde, on aura l'immunité parfaite. On ne peut pas souhaiter que les gens tombent malades pour être immunisés. Enfin, quand même, je ne sais pas, par exemple, à mon avis, c'est quelque chose qui peut se discuter pour les écoles, par exemple. Est-ce qu'il vaut mieux qu'un enfant de 8 ans ou de 10 ans, il chope le Covid et qu'il ait une immunité qui soit 10 fois meilleure que le vaccin, que de lui donner un vaccin qui aura une immunité plus faible, qui pourra avoir des effets? Je ne sais pas, ça peut se discuter. Je ne sais pas, Lise, ce qu'on en pense, qui est un peu spécialiste des vaccins. Oui, que dit la spécialiste des vaccins? Non, déjà, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est logique que l'immunité naturelle soit meilleure que l'immunité vaccinale. Enfin, il n'y a pas de logique
n'y a pas de logique là-dessus. On a des exemples qui ont au contraire des immunités vaccinales qui sont vraiment excellentes et meilleures que les immunités naturelles. Je n'ai pas connaissance là, de l'étude que Brice cite en Israël, mais moi j'avais vu d'autres études au contraire aux États-Unis qui montraient que concernant la protection des formes graves, dans les 6 premiers mois de la vaccination, les vaccins avaient une meilleure efficacité qu'une infection, parce qu'en fait, il faut bien voir qu'une infection, les infections, on ne sait pas exactement quelle dose de virus on reçoit, donc on peut être infecté avec une dose très faible et qui ne nous protégera pas terriblement bien des formes graves. Donc non, c'est quand même assez... Je trouve qu'il n'y a pas de logique là-dedans et c'est assez complexe comme sujet parce que... oui. Et sur les enfants ? Après, sur les enfants, la question, je crois qu'elle mérite d'être posée et peut-être qu'on en viendra justement à ce papier dont on avait parlé ensemble, Emmanuel. Moi, j'ai essayé de faire un papier qui expliquait la balance bénéfice-risque à l'échelle individuelle. On en parle dans 10 minutes là, ou 5 minutes. D'accord, ok. Donc, on reviendra dessus, mais pour les enfants, je ne sais pas quel âge on parle, mais c'est évident que les enfants ont un bénéfice beaucoup plus faible à se faire vacciner parce que la maladie chez eux est, dans la plupart des cas, inoffensive. Donc là, la question, elle est... Moi, je trouve qu'on doit poser la question... en prenant en compte les individus et les âges notamment. Quoi. Bruno, rapidement, parce qu'il faut qu'on passe au chapitre suivant. Bien, madame. Juste pour dire que souvent, entraîné sous la pression générale, là, spécialement Covid, mais c'est plus général de ce qu'on voit, nous on voit ça en médecine, souvent, on s'intéresse aux données, aux informations, en quelque sorte. Et puis très vite, on part sur ce qu'il faudrait faire. Oui, alors j'allais aborder cette question avec vous, c'est vraiment intéressant. Ouais. Merci. Alors que faut-il faire à l'école ? Moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que personne ne sait très bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, faute de temps, entre autres, il n'y a pas encore eu beaucoup d'évaluations de comparer, par exemple, dans telle région, on va faire que l'immunité collective à l'école, dans telle autre région, on va faire que le vaccin et on va comparer. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu le temps d'évaluer tout ça. Alors face à l'incertitude, on trouve que oui et on trouve que non. En ce moment, ça parle beaucoup 3e dose du vaccin à ARN. Ouais. Bon, et on entend là aussi la cacophonie. Je ne sais pas si vous avez fait le montage, mais nous, à Prescrire, on a vu que non, si, tout de suite, non, plus tard. Bon, et pourquoi donc ? On a fait le point cette semaine. Et donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de données d'évaluation. Et donc, selon les quelques données scientifiques qu'on a, on peut trouver que c'est plus prudent de faire la 3e dose bientôt. Ouais. On peut trouver qu'il n'y a pas le feu et c'est plus pressé, ça sera plus utile de vacciner ceux qui ne sont pas encore vaccinés autour de nous, sans compter les pays du Sud qui sont pas beaucoup. Face à l'incertitude, tout le monde a le droit d'avoir telle ou telle position. Ce qui est dommage, c'est qu'on soit dans l'incertitude et qu'il n'y ait pas assez de données scientifiques d'évaluation. Mais pour conclure, la maladie, elle est toute récente. Oui, mais voilà. Et donc, c'est normal. Non, mais c'est normal qu'on ne sache pas tout de suite. Voilà. Alors ça, c'est pas qu'il faille de la patience. Il faudrait mieux s'organiser pour bien évaluer. Ça peut être encore un autre sujet. Okay. Mais en tout cas, les infos et ce qu'il faut faire avec, c'est autre chose. Alors, on va se poser la question justement du comportement des médias face à l'information, face à la politique sanitaire. Alors, est-ce que les médias sont trop proches de la politique sanitaire ? Est-ce qu'ils la soutiennent trop ? Est-ce qu'ils manquent de distance ? En tout cas, on a repéré une nouvelle figure médiatique, arrêt sur image, celle de l'antivax repenti. On regarde. Alors, il y a un monsieur qui a accepté de répondre à nos questions. Il est âgé d'une 50aine d'années. Il était sans aucune comorbidité. Il n'était pas vacciné. Et aujourd'hui, il est sur un lit de soins intensifs. Il regrette très amèrement de ne pas avoir pris une décision plus tôt. Mais honnêtement, c'est une grosse connerie que j'ai faite. J'aurais mieux fait de me faire vacciner bien avant. Je ne serais pas là actuellement. C'est une souffrance en permanence. Lui non plus ne croyait pas au vaccin. J'avais pas assez de retour et pas assez d'expérience, nous, pour être vacciné. Et comme un imbécile, j'ai pas voulu le faire. J'ai en général pas souvent le regret de faire les choses ou de pas les faire, mais je crois que c'est le plus grand regret de ma vie, de ne pas l'avoir fait. Elle n'est pas opposée au vaccin, mais elle a laissé traîner la prise de rendez-vous. C'est au cours d'un mariage qu'elle a été contaminée. Je regrette. Pourquoi je n'ai pas fait le vaccin ? Il y en a trop.
Voilà, et puis je voulais juste vous montrer la une de Libération le 27 août dernier. Antivax repenti, j'étais égoïste, se vacciner, c'est du civisme. Et puis il y avait des portraits à l'intérieur de ces antivax repentis. En réa, j'ai vraiment eu peur de mourir. Ou alors j'ai été vachement égoïste en laissant les autres aller se faire vacciner. Alors, cette figure de l'antivax repenti, dont on voit bien l'idée sous-jacente, qui est de dire vaccinez-vous, ça vous évitera de vous retrouver en réa, ce qui n'est pas faux. Est-ce que c'est too much ? Ou est-ce que c'est nécessaire pour secouer ceux qui sont encore qui ne veulent pas se faire vacciner? Brice Perrier, comment vous réagissez? Ça dépend si vous voulez faire de l'information un peu objective ou si vous êtes là pour relayer une politique sanitaire et de faire peur et de dire aux gens vaccinez-vous. Parce que c'est quand même aussi... on se gargarise un peu de science, de méthode scientifique et tout ça, mais sortir des exemples comme ça, c'est tout sauf la méthode scientifique. Il faut avoir des données. On parle beaucoup des jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes. Et la donnée que je montrais, quand vous regardez Covid Tracker le 23 août, pic de la vague Delta, puis vous comparez avec Covid Tracker le 2 février, qui est le pic de la deuxième vague, vous voyez que le vaccin a fait son effet sur les personnes qui étaient malades, toutes les personnes âgées en gros. Il y a une chute radicale. Par contre, quand vous regardez les personnes jeunes, c'est kiff-kiff. Donc peut-être qu'on voit, il y a une catégorie de jeunes, il y a quelques dizaines en plus, mais statistiquement, c'est pas grand-chose. Alors on pourra dire, oui, il y a plus de jeunes, mais quand vous regardez, c'est pas vrai. Et c'est encore cette politique un peu anxiogène de dire, il y a plus de jeunes, les gens, voilà, ils n'ont pas de comorbidité, ils se retrouvent en réa. Forcément, vous allez en trouver, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir les statistiques. Et la science, c'est ça, c'est de voir des chiffres qui sont représentatifs. Et là, vous trouvez qu'on zoome sur des cas... Totalement. Bruno Toussaint, sur ces interviews de malades sur le ventre, là, ce qui est quand même assez... c'est impressionnant, bien sûr. Et on n'aimerait pas être à leur place, ça c'est très clair. Mais sur le fait de les avoir filmés, de leur parler pendant qu'ils sont... Puis de faire la une et tout ça. Encore une fois, comme a dit Brice, comme on disait tout à l'heure, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire de l'information sur l'épidémie, l'efficacité, ce qu'on sait de l'efficacité de telle ou telle mesure, etc., si on veut rationaliser, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas la réponse. Voilà. Si on veut donner la parole à des patients et qu'on entende effectivement leurs difficultés, leurs souffrances, c'est intéressant en soi. Moi, on trouve ça intéressant de donner la parole aux patients et d'entendre justement, et que d'autres entendent aussi le vécu, etc. Mais encore une fois, il faut savoir si c'est juste pour présenter les données, et donc le vécu des patients par exemple, ou si c'est pour être au service de telle ou telle action sanitaire, relayer ou ne pas relayer, mais être ou militer en quelque sorte, ou faire de la propagande, impressionner pour influencer en vue d'inciter les gens à se faire vacciner. Donc quand on voit ça, on a l'impression que le message sous-jacent, c'est pas tellement l'exposé de la parole donnée aux patients, il est arrivé ici, etc. C'est plutôt alors allez vous faire vacciner parce que vous voyez, sinon c'est ça qui va vous arriver. C'est tout autre chose. C'est pour influencer. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est surtout pour influencer. Finalement, là, on joue sur la sensation et pas sur l'information, sur la rationalité. Et puis, comme souvent, j'ai peut-être pas été assez attentif, mais comme d'habitude, comme trop souvent en tout cas, c'est trop schématisé. Comme on disait il y a quelques instants, le vaccin n'est pas parfait. Et donc oui, il y a des personnes vaccinées qui sont quand même malades. Et donc ce n'est pas parce que j'ai pas fait le vaccin, je suis malade, j'aurais fait le vaccin, j'aurais pas été malade. Non, ce n'est pas si simple. Le fait est que les formes graves... C'est des probabilités. Oui, le fait est que les formes graves sont beaucoup plus rares pour les vacciner. Oui, c'est très bien, mais tout à fait d'accord, c'est plus rare, mais c'est pas zéro. C'est pas zéro. Non, la réalité n'est pas si simple que ça. Ouais, vaccin, pas vaccin. C'est des probabilités. C'était intéressant sur ce qu'on a vu comme image tout à l'heure. C'est des proportions, c'est des probabilités, des proportions. C'est très intéressant quand on veut montrer sous forme graphique, quand on voit l'ensemble des possibilités qui pourraient arriver. Et puis, il y a ça qui est lié au vaccin ou ça qui est comme en fréquence, en probabilité. Souvent, les infographies qu'on voit, c'est des courbes, des évolutions de courbes. Une façon plus... c'est pas la meilleure, forcément, ça ne doit pas être la seule, mais souvent c'est plus utile à ce que la personne se fasse sa propre opinion, c'est de voir l'ensemble de ce qui peut arriver. 100 personnes, 10 vont être malades. Alors, on a vu un schéma qui est comme ça. Oui, là, voilà, celui-là, par exemple, il est bien celui-là, non? Ça, c'est ce genre de choses qui, à notre avis,
est c'est imparfait, bien entendu, il y a plein de limites, mais c'est le plus rationnel, le plus informatif. Chacun peut apprécier si c'est beaucoup, pas beaucoup, 10%, 1 sur 1000. Qu'est-ce que ça représente, ces nombres-là? Il faut les mettre en contexte, et quand on a une vue d'ensemble, c'est un peu mieux que donner la parole au 1 sur 1000 qui a dit « Ah, c'est terrible, c'était violent, je suis en réanimation, j'aurais pas dû ». Mais ça, c'est pas rationnel. Lise Barnéau, vous pensez quoi? Je crois que pour le coup, je serais un peu moins sévère que vous. Je pense que quand même, le journaliste, il est aussi là pour raconter des histoires humaines et que les chiffres, c'est froid et qu'à un moment donné, il faut évidemment contextualiser et pas s'en tenir aux anecdotes, mais quand même raconter des histoires humaines, c'est aussi le cœur de notre métier, il me semble. Et je pense que c'est parlant, c'est évocateur, c'est ce qui touche. C'est incarné, ouais. Ah oui. Alors, Lise, à l'inverse, on vous a reproché d'avoir fait un papier qui était, disons, insuffisamment pro-vaccin, si je puis dire. C'était en mai dernier dans Mediapart, vous en parliez tout à l'heure. Vous vouliez rassurer sur les effets du vaccin. En tout cas, vous vouliez informer sur les effets du vaccin. C'était au moment où l'AstraZeneca était remis en cause du fait des risques de thrombose, si je ne me trompe pas. Alors, on va regarder cet article. C'était en fait une balance bénéfice-risque. Est-ce que vous pouvez, on va jouer dans votre balance, Lise, est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça marche? Et puis Adèle va le montrer en même temps. Je voudrais juste revenir sur une phrase. Vous avez dit je voulais rassurer sur les effets secondaires. En fait, moi, je ne cherche pas à rassurer. Non, j'ai dit informer, je me suis corrigée. Oui, d'accord, voilà. mais je veux dire, vraiment, je ne me sens pas investie d'une mission de santé publique. Je me sens vraiment juste investie d'une mission d'information. Et donc, tous mes travaux, en fait, tous mes articles sont avec cette seule boussole-là. C'est ça que je veux insister là-dessus. C'est très bien de le préciser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre balance bénéfice-risque? On va jouer dedans. Oui, donc l'idée de cette balance, encore une fois, c'était vraiment de faire un travail pédagogique pour essayer de comprendre comment on calcule une balance bénéfice-risque. Alors, dans le papier, je parle de la balance bénéfice-risque à l'échelle collective. Et celle-ci, voilà, c'est vrai qu'elle ne fait aucun doute et c'est assez facile d'en arriver à des résultats à l'échelle collective. Mais à partir du moment où on rentre dans la nuance et qu'on cherche à comprendre comment on la calcule à l'échelle individuelle, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. Et surtout, ce qui m'apparaissait important, en fait, c'est la méthodologie. En expliquant comment on avait fait notre outil et comment on arrive à des résultats différents selon le profil individuel, il me semblait qu'on arrivait à expliquer aux gens qu'est-ce que c'est qu'une balance bénéfice-risque, parce que ce n'est pas évident. Vous pouvez nous faire une démonstration? Ou est-ce qu'on va le faire en même temps que vous nous le dites? Alors, par exemple, voilà, moi, je suis une femme, j'ai entre 40 et 49 ans, tout à fait. Je n'ai aucune comorbidité et j'habite en région Rhône-Alpes. Ah, il faut changer alors attendez, je vais quand même expliquer pourquoi on a mis tout ça. On a mis alors la région, c'était quelque chose je ne sais pas si on a bien fait de le mettre. C'était des essais. C'est ce qu'on expliquait dans ce papier. On voulait essayer de lancer une discussion et de voir qu'est-ce qui était pertinent de prendre en considération ou non. On a pris les régions parce qu'il y avait des circulations de virus différentes d'une région à l'autre. Ouais. Et du coup, c'était super intéressant de montrer que, évidemment, dans une région où le virus circule énormément, le bénéfice lié à la vaccination est beaucoup plus élevé que dans une région où le virus circule peu. Et d'ailleurs, ça se voit dans les politiques vaccinales des pays en Europe, des pays où le virus circule presque plus. Mais du coup, il faut mettre à jour sans arrêt, là, parce que ça change. Du coup, il faudrait le mettre à jour sans arrêt. Et deux, quelque part, c'est un peu... Il y a une grosse limite dans cette façon de penser, parce qu'on bouge, parce que moi, j'habite en Rhône-Alpes, mais je vais très souvent à Paris. et donc voilà, ça servait plus en termes d'explication le lien entre une balance bénéfice-risque et l'intensité de la circulation du virus que voilà, je ne sais pas si... Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Donc, vous disiez 40-49 ans, voilà. Pas de comorbidité, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, le niveau d'exposition, parce que quand même, on a bien compris qu'une personne qui ne prend jamais le métro, qui porte toujours son masque, qui vit dans la campagne en extérieur, elle n'a pas le même risque individuel qu'un barman qui est en contact avec énormément de personnes dans un endroit clos, mal ventilé. Donc c'était ça aussi qu'on voulait faire comprendre, que le risque individuel, il dépendait en partie, en tout cas, du comportement de la vie de la personne. Et alors vous mettez quoi, la forme, moyen, faible? On peut mettre moyen. Parce que... Et boum, le résultat?
Et alors après le type de vaccin, donc ça c'était parce qu'on avait, on avait des données, les données sur les effets secondaires liés aux différents vaccins. Donc on a pu, moi je me suis plongée sur toutes les données de pharmacovigilance vaccin par vaccin. Et comme à l'époque c'était le moment où on parlait beaucoup des thromboses d'AstraZeneca, et on avait mis en place une limite d'âge en dessous de laquelle on conseillait de ne pas utiliser ce vaccin. Ça me semblait important de montrer que oui, ça dépend aussi du vaccin. Donc et alors vous êtes vacciné avec quoi? Avec le Pfizer, moi. Avec Pfizer, donc on va changer, hop, et ça donne, boum. Donc à mon âge, c'est sûr qu'on a une... Même si finalement, disons, le curseur, il est pas... C'était difficile de pouvoir mettre un curseur qui montre toute la variabilité des résultats. Mais le résultat, là, je le lis quand même, le nombre d'admissions en réa que cette vaccination permet d'éviter durant 4 mois est plus de 2 fois supérieur aux risques graves liés aux injections du vaccin. Donc, en ce qui vous concerne, ça valait le coup de se faire vacciner. Et c'était ça l'idée du... Mais parfois, ça ne vaut pas le coup. Enfin, moi, j'ai testé... Mais voilà, si vous mettez la plus petite catégorie d'âge, donc je crois que c'est 20-29 ans, 20-29 ans, voilà, que vous nous mettez dans une région où ça ne circulait pas du tout à l'époque, la Bretagne, je crois. La Bretagne, voilà. Aucune comorbidité, et disons faible, avec AstraZeneca. Et ben, effectivement, on se rendait compte que le nombre... Mais parce qu'on parle bien du nombre d'admissions. On se rendait compte que là, c'était mieux de pas... Ouais, allez-y. Parce que j'ai voulu comparer des choses comparables. J'ai voulu comparer des effets graves. Donc, j'ai pris d'un côté le nombre d'admissions en réanimation liées au virus et de l'autre côté, les effets secondaires graves liés au vaccin. Donc là, en l'occurrence, c'était les thromboses et les cas de choc anaphylactique qui, en fait, on a très, très vite su les prendre en charge. Donc, ça a très vite diminué ce chiffre-là. Donc, quand on prend uniquement comme ça les cas graves, eh ben, oui, on se rend compte que la balance, elle n'est pas forcément en faveur de la vaccination. Et alors, c'est ça qui vous a été reproché, hein, en l'occurrence, c'est d'avoir montré... On m'a reproché ça et on m'a surtout reproché, et ça c'était plus curieux, de favoriser une pensée individuelle alors que la vaccination ne devrait être pensée que de manière collective. Ce que j'ai trouvé complètement idiot parce que on sait bien qu'une des raisons principales de la défiance envers la vaccination, c'est une défiance envers les institutions. Et je pense que quand on n'a pas confiance dans les institutions et que eux, leur seul message, c'est il faut se vacciner pour le pays, ça marche pas. On sent bien qu'il y a un truc qui ne marchera pas. Et d'ailleurs, le papier, il était accompagné d'un entretien d'un spécialiste de la communication du risque qui expliquait, étude à l'appui, que en fait, cette communication toujours centrée sur la dimension collective avait même souvent les effets inverses que ceux escomptés. Et surtout qu'on a le droit de prendre les personnes comme des grandes personnes qui sont capables de comprendre l'intérêt pour eux, l'intérêt pour la collectivité. Je pense que les gens, ils ont des pensées altruistes, mais c'est pas à l'État de leur imposer de les activer, ces pensées altruistes. Elles seront d'autant plus fortes si c'est eux-mêmes qui finissent par en avoir l'intuition. Et d'ailleurs, c'est pas incompatible avec l'idée de... Par exemple, les jeunes, je pense qu'effectivement, on est tous d'accord que l'intérêt de la vaccination chez les jeunes, c'est surtout qu'on puisse, nous tous, retrouver une vie normale. Ce n'est pas tellement de les empêcher d'aller en réa. Il y en a très peu qui vont en réa. Alors après, se greffe le problème du Covid long, où là, on n'a pas encore toutes les données. Donc peut-être qu'ils ont aussi un intérêt individuel. Mais peut-être que c'était une question de timing. Au fond, vous avez sorti cette balance bénéfice-risque à un moment où il fallait absolument que tout le monde se vaccine. Bien sûr. Et du coup, c'est apparu comme un frein. Voilà, et donc là, tout à coup, suite à cette publication-là, je me suis retrouvée inondée de critiques, alors des deux côtés, hein, mais ça c'est assez fréquent. Donc il y avait les antivax qui me disaient que j'avais été payée par Big Pharma pour montrer que le vaccin était très efficace et bénéfique pour tout le monde, mais j'avais aussi beaucoup de personnes connues sur les réseaux sociaux qui ont attaqué énormément l'article, qui ont attaqué aussi le journal en disant on a la preuve que Mediapart est devenu un torchon de droite individualiste qui n'a rien compris à la vaccination. Tant et si bien qu'on a dû faire une réponse 2 jours plus tard pour expliquer la démarche, pour expliquer qu'on était là dans un souci de pédagogie et surtout de donner aux gens les clés de compréhension de
la complexité du débat et des nuances, quoi. Et alors juste cette balance bénéfice-risque, est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup d'essayer ou elle n'est plus tellement valable étant donné que beaucoup de choses ont changé, notamment en termes de régions et de... Non, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas continué. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas généré la discussion que moi j'espérais que cet article génère, c'est-à-dire une discussion sur le fond. Est-ce qu'on continue de faire région par région? Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on compare que les cas graves ou est-ce qu'on met aussi le Covid long? Mais si on met le Covid long, qu'est-ce qu'on met de l'autre côté? Parce qu'on ne connaît pas les cas peu graves, enfin disons les complications de la vaccination, on ne les connaît pas tous et il y en a sûrement qui passent inaperçus. Donc voilà, moi j'aurais souhaité une discussion sur le fond qui n'a pas du tout eu lieu. Il n'y a eu qu'une discussion vraiment très, je dirais, idéologique. Vindicative. Ouais. Voilà, et après ça, on n'a pas... Nous, c'est vrai qu'on n'a pas non plus mis à jour D'accord. Donc on peut aller le regarder pour tester, mais en même temps, il faudrait une mise à jour pour que ça soit actualisé. En tout cas, l'objectif premier du papier qui était d'essayer de faire comprendre qu'est-ce qu'une balance bénéfice-risque à l'échelle collective et à l'échelle individuelle, ça, je pense que le papier continue de remplir sa mission. Ouais. Mais après, dans le détail du curseur, là, il faudrait le remettre à jour. Ouais. Bruno Toussaint. Ah oui, moi, nous trouvons ça très intéressant. Peser le pour et le contre, alors bénéfice-risque, et c'est une balance parce que ça peut pencher dans un sens ou dans un autre, ou être neutre. Hein. On voyait qu'il y a un résultat neutre. C'est très intéressant cet exercice, parce qu'en pratique, à chaque fois que n'importe qui, ou chacun plus exactement, chaque fois que chaque personne décide de prendre ou pas un traitement, médicament ou pas, c'est ça qu'on fait. La personne pèse une évaluation. Le pour et le contre, bénéfice-risque. Alors souvent, on s'en remet au médecin ou au pharmacien à qui on a demandé conseil, ou à la gardienne de l'immeuble d'en face, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Bon, on demande avis, et puis on pèse le pour et le contre, et on s'en remet plus ou moins. Le professionnel de santé, il a intérêt à s'être documenté et à peser le pour et le contre. Et le pour et le contre, pourquoi faire? Parce que là, c'était pas pour aller au bar, c'était le risque d'aller en réanimation. Et c'est intéressant comme objectif dans la vie, le risque d'aller en réanimation. Bah oui, mais la balance bénéfice-risque de ne pas mourir, d'éviter d'être mort, si je puis dire, dans les 4 mois, dans les 6 mois. Est-ce que c'est la balance bénéfice-risque pour aller en vacances parce que j'aurai mon pass sanitaire? Enfin bref, est-ce que c'est la balance bénéfice-risque parce que je veux surtout pas aller en réanimation et je veux surtout pas avoir le Covid long? Enfin bref. Et à quelle échéance? Demain, l'année prochaine, etc. Donc la balance bénéfice-risque, c'est toujours du sur-mesure pour chaque personne et selon tel ou tel objectif. Et donc cet exercice-là, moi nous trouvons ça très très intéressant. L'exercice, parce que ça aide à réfléchir. Est intéressant. Oui, ça aide à réfléchir. On a démarré l'émission sur le sensationnalisme. Là, on n'y est pas. Ouais, et voilà, ça c'est magnifique. Par contre, il faut du temps. Et puis effectivement, il ne faut pas tout de suite se polariser. Enfin, il faut... Excusez-moi, je le dis maintenant. L'intérêt de ça, l'intérêt de cette balance bénéfice-risque où on peut jouer sur les curseurs, c'est de voir que selon tel ou tel facteur, la balance bénéfice-risque, elle change. Et puis, si on avait le temps, ça serait bien pour tel ou tel autre objectif dans la vie, on verrait que ce n'est pas exactement la même, etc. Alors, le piège, plutôt que de dire il faut, je veux dire le piège, c'est d'aller très vite sur le résultat. Ça penche de ce côté-là. On peut le faire, hein, très bien, mais... L'intérêt majeur pour nous, c'est l'exercice que ça fait. Parce que là, vous parlez des médecins, mais du coup, cet outil-là, est-ce qu'il n'est pas mieux dans les mains du médecin que dans les mains du patient? Et est-ce que Lise Barnéou, en le publiant sur Mediapart, le met entre des mains de patients qui vont donc prendre des décisions comme ça mais c'est les premiers concernés quand même. Ah bah oui, au final, les médecins et les pharmaciens, normalement, ils sont au service des patients. Hein. Enfin, à ma connaissance, c'est comme ça. En tout cas, chez Prescrire, c'est comme ça qu'on voit les choses. On est au service du patient, qui est déjà affaibli par sa maladie ou par l'anxiété du Covid, enfin bref, et qui est en situation de difficulté, va chercher conseil auprès de quelqu'un dont c'est le métier d'aider à voir plus clair et d'aider à prendre des décisions. Mais à notre avis, la décision doit être partagée et au final, c'est la personne qui prend ou pas le médicament. C'est la personne qui va ou pas au centre de vaccination. Donc oui, bien sûr, c'est à la personne de décider. Ce qu'il ne faudrait pas croire trop vite, c'est que j'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul, je sais m'informer partout, je suis très fort. Pas forcément. Des fois, il y a des gens qui sont de bons conseils, surtout si c'est leur métier, qui sont bien informés.
Alors on va revenir, on va faire un retour en arrière, on va parler pour finir des origines du virus, enfin presque pour finir, des origines du virus et de l'histoire d'un retournement médiatique que vous avez chroniqué, Brice Perrier, dans votre livre Aux origines du mal. Vous avez une histoire, alors c'est assez singulière parce que nous, alors on a lu ce livre Arrêt sur image, on en a parlé sur le site. Vous racontez de manière, disons-le, palpitante, les différentes pistes et les hypothèses sur les origines du virus, et notamment le fait que l'une de ces hypothèses, vous savez, le fameux virus échappé du labo à Wuhan, qui est longtemps passé pour fantaisiste, qui est longtemps passé pour complotiste aux yeux des grands médias, des médias sérieux, c'est une hypothèse qui est aujourd'hui sérieusement envisagée, et les médias ont fini par l'admettre. Loris racontait dans cet article comment les titres avaient complètement changé en quelques mois au sujet de cette hypothèse. Par contre, Brice Perrier, ce qui est intéressant, c'est que ces médias ne vous ont pas invité pour parler de votre livre. Le livre n'a été contesté, je précise, par aucune autorité scientifique. Les médias qui vous ont invité, c'est Sud Radio, c'est Thinkerview, donc des médias, disons, marginaux, qui sont parfois, qui ne sont pas toujours bien considérés. Vous êtes, disons, cornérisés. Qu'est-ce qui s'est passé pour que votre livre soit aussi peu médiatisé? Ça, faudrait leur demander à eux. Oui, mais vous avez certainement une analyse, Brice Perrier. L'analyse que j'ai, c'est que... Non, je vous dis, j'étais très surpris, parce que vous dites Thinkerview, c'est marginal, c'est pas tellement marginal, parce que... Pas en termes d'audience. C'était une grosse audience, donc on a fait ça la semaine avant la sortie. Le lendemain, on avait quand même un truc dans la presse, c'est qu'on avait les bonnes feuilles qui étaient à la une de Marianne. Donc on peut dire que quand vous faites Thinkerview et le lendemain la une de Marianne, en gros la plupart des journalistes, ils sont au courant que vous existez. Il se trouve que c'est le premier livre, en fait, je l'ai compris en le faisant, la première enquête au monde sur l'origine du virus, qui est préfacée par Étienne de Crolly, qui est virologue très respecté, et qui est postfacée par un autre responsable du CNRS. Et qu'en plus, le livre est sorti à un moment où il y avait ce revirement, là dont vous parlez, de l'hypothèse du laboratoire qui devenait admise et qui faisait la une de tous les journaux. Et c'est vrai que c'était assez amusant parce qu'un Français sortait un livre pile sur le sujet et tous les journaux interrogeaient Étienne de Crolly, qui est l'expert numéro 1 et qui fait la préface et qui, bien sûr, valide tout ce qu'il y a dedans. Alors après, pourquoi ils ne veulent pas? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a beaucoup... Ça a été reconnu, notamment parce qu'il y a des chercheurs comme Étienne de Crolly et d'autres. Il y a des groupes de chercheurs indépendants qui ont sorti pas mal de choses durant toute l'année 2020 et qui ont notamment fait une lettre début mars 2021, alors qu'on attendait le rapport de l'OMS qui ne venait pas et qui ont mis un peu les pieds dans le plat en disant de toute façon, il n'y a rien à attendre de ce rapport parce que l'enquête n'a été faite, c'était une enquête un peu cornaquée par la Chine. Bien sûr. Donc c'est ça qui a fait bouger quand même Non mais quand même, disons-le, si on ne vous invite pas, c'est aussi parce que vous les critiquez, enfin il faut le dire j'ai critiqué, c'est marqué sur la 4e de couve, qui est très bien, mais qui n'est pas de moi, mais que j'assume à 100%. Il y a marqué, par exemple, les médias manipulés, qu'on parle des médias manipulés. Ah, c'est vrai. Et ça, c'est ce que j'allais vous dire avec la Chine. Vous avez aujourd'hui des médias qui reconnaissent que finalement c'est possible, mais ils ne reconnaissent pas qu'ils ont raconté n'importe quoi en fait un an avant, en disant que c'était impossible, en prenant des experts qui vous disaient non, s'il y avait des travaux, ça se verrait tout de suite, n'importe qui le voit. De quoi on parle? Je précise quand même pour nos abonnés, de quoi on parle? On ne parle pas d'un virus fabriqué de manière artificielle et qui aurait été volontairement relâché dans la nature, c'est pas du tout ça. C'est l'idée que ce virus issu des chauves-souris quand même, indiscutablement, est utilisé dans les labos de Wuhan pour voir de quelle manière il pourrait être... Ou d'ailleurs, mais notamment de Wuhan, pour qu'on puisse tester de la manière dont il pourrait être transmis, les risques en fait qu'il soit transmis à l'homme et qu'il franchisse la barrière des espèces. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est tout à fait possible qu'un membre, en fait, qu'un employé du labo puisse être sorti avec le fameux virus en train d'être utilisé, expérimenté pour voir de quelle manière il évolue. J'explique ça juste pour qu'on comprenne bien. Mais qui pourrait être travaillé dans ce cadre-là, et notamment pour une zone qui pose question, qui pourrait être la zone de la Sibérine, où Étienne de Crolly est le spécialiste de ça. Et alors que les journaux disaient, il y a un an, c'est pas possible. Si c'était, vous aviez un article dans Le Monde avec un expert qui vous disait, si ça avait été travaillé, ça se verrait tout de suite. Un étudiant de première année le verrait. Il a reconnu ensuite. Et moi, j'appelle ce type 6 mois après, il me dit, mais si, bien sûr qu'il pourrait y avoir de l'évolution dirigée, mais à quoi ça sert de le dire?
Mais là, il est dans un article de fact-checking qui est censé dire la vérité et il dit en fait le contraire de la vérité. Donc c'est quand même un peu problématique. La peur de l'info complotiste, elle a emporté finalement. La peur de l'info complotiste, moi je pense que ça, ce genre d'article pousse au complotisme parce qu'en fait, ils racontent n'importe quoi. Ils disent que les gens sont des analphabètes, ils ont une étrange obsession. Et donc, en fait, c'est des demeurés quoi, de penser ça. Alors qu'en fait, c'est pas du tout demeuré de voir que vous avez un virus qui sort de la ville où vous avez la plus grande concentration de laboratoires sur le coronavirus et qui en plus ses spécificités, avec le laboratoire qui a fermé sa banque de données 3 mois avant, qui sort un virus le plus proche mais sans le montrer vraiment comment il est, en cachant presque qu'il n'a justement pas cette zone-là qui a été fixée sur le virus final. Donc vous avez beaucoup de choses et ça c'est une manipulation en fait qui est orchestré en fait. Pas de la part des médias, on ne parle pas de ça. Non, mais les médias ont été manipulés. Moi, je ne dis pas qu'ils sont manipulateurs, c'est ça. Ils ont été manipulés, et notamment par des grandes revues, des articles, des gens qui se sont servis de grandes revues comme Lancet ou Nature. Et on voit, par exemple, Lancet a publié un papier en février en disant que, imaginez que c'était un virus travaillant en laboratoire, c'est une théorie du complot. Ce qui est un argument scientifique qui est vraiment lamentable, parce que c'est pas du tout un argument. Mais ça, c'est paru dans le Lancet. Le mec qui écrit ce papier, c'est quelqu'un qui travaille avec le laboratoire de Wuhan, qui contribue à financer leurs travaux, qui travaille sur justement les coronavirus, sur éventuellement les gains de fonction, là, ce qu'on peut faire pour travailler les virus. Qui n'a pas intérêt à ce qu'on cette puisse... Cette personne, il écrit ce truc-là, on récupère des mails de lui qui montrent qu'en fait, il a manigancé, parce qu'il a écrit ce texte, il s'adresse déjà d'abord aux gens avec qui il est le plus proche, qui sont aussi des gens très proches de Wuhan, avec eux, il leur dit « Ouais, non, nous, vaut mieux qu'on apparaisse parce que ça va être trop gros ». Alors déjà, ça c'est un peu accablant. Et après, il va voir d'autres chercheurs et il les fait signer. Et vous avez ce truc qui sort et qui est genre un peu comme si c'était consensuel. Alors qu'en fait, le truc qui est derrière ça... Oui, il faut juste expliquer que l'intérêt évidemment des labos et de la Chine à ce que cette information ne sorte pas, c'est qu'évidemment ça met en cause la sécurité des laboratoires chinois. Je le précise quand même. Parce que... Comment ça, la sécurité des laboratoires ? Oui, mais après, vous avez des fuites de laboratoires, ça peut arriver dans les laboratoires du monde entier. Oui, mais ils n'ont pas envie que ça se sache. Ils n'ont pas envie que ça se sache. Mais après, vous avez le Lancet qui est complice en fait. Et qui met Peter Daszak, la personne en question, qui a vraiment rien à faire ici, parce qu'il est trop en conflit d'intérêts. Il se retrouve président de la task force du Lancet sur l'origine du virus. Il se retrouve expert de l'OMS, celui qui est le plus communicant. Et après, vous avez aussi Nature, qui a sorti début février un papier, enfin qui relaie une information chinoise en disant que le pangolin... On a trouvé des virus de pangolin qui ont 99% d'identité, donc ça pourrait être l'autre intermédiaire qu'on attend. En fait, c'est complètement faux, parce qu'il n'a que 90, mais Nature relaie le jour même, avec des scientifiques aussi de très grand renom, qui s'appellent Christian Andersen et Edouard Holmes, qui sont des scientifiques occidentaux, qui, eux, vont faire un article dans Nature, toujours en mars, en disant que c'est pas possible que ce soit un virus travaillé, qu'en fait, tout montre qu'il est naturel, et qu'il y a un papier, en fait, d'opinion, qui ne prouve rien. Il y a des gens qui écrivent à Nature en disant « mais non, il pourrait y avoir des trucs qu'on ne voit pas ». En gros, ils disent aussi « il faut prendre un squelette ». Pour faire un virus, et ce squelette-là, on ne le connaît pas, donc ça veut dire qu'il n'existe pas. Alors que bien sûr qu'ils peuvent avoir des squelettes qu'ils n'ont pas publiés. On va pas tout raconter parce que... lisez le livre. Il faut lire ce livre qui est vraiment super intéressant. Pour revenir aux médias, c'est que les médias ne font... Vous voyez personne qui va faire un portrait qui est Peter Daszak, ce type qui nous a fait rouler dans la farine. Comment Nature a pu mentir, comment Nature a d'ailleurs... relayer la propagande chinoise de manière et continuerait presque à le faire. Du coup, je vous conseille de lire notre article, l'article de Loris Guémard, parce que nous, on raconte toute cette histoire. Alors, je voulais terminer par un montage que j'aurais pu appeler « Coucou, le revoilà ». On va parler de Didier Raoult, ça faisait longtemps. On a vu que les journaux télévisés ou les informations télé semblaient coller parfois aux injonctions gouvernementales sur le vaccin, sans distance. Mais certaines émissions, y compris d'information, continuent, donc c'est tout à fait paradoxal, de glaner l'audience avec notre microbiologiste marseillais Didier Raoult, comme hier chez Bruce Toussaint sur BFM, ou comme chez Cyril Hanouna, Touche pas à mon pote, ou chez la journaliste Laurence Ferrari. Donc c'est une personnalité qu'on critique, mais qu'on considère encore comme légitime. On va regarder un petit montage. Bonsoir professeur Raoult, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour professeur Didier Raoult. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'IHU de Marseille. Professeur Raoult, déjà, première question, comment ça va? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, c'est vrai que depuis 2 ans, il se passe plein de choses autour de vous.
Ne vous inquiétez pas pour moi. Là, aujourd'hui, on est donc dans ce variant Delta qui se répand sur l'ensemble du territoire. Est-ce que la vaccination, encore une fois, va permettre d'endiguer l'augmentation des cas de variant Delta? La politique sanitaire de la France, pour vous, c'est la bonne aujourd'hui? On est sur le bon chemin, on fait les bonnes choses. Le pass sanitaire, tout ça, pour vous, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire? Les enfants, est-ce qu'il faut les vacciner? On est à quelques encablures de la rentrée scolaire. La vaccination des plus de 12 ans a déjà commencé. Aujourd'hui, une personne qui est plutôt jeune, qui a 35 ans, qui est en bonne santé et qui dit... On entend plein de gens qui disent « Moi, j'ai pas envie de me faire vacciner, je vais pas prendre le risque de me faire vacciner parce que tout va bien pour moi, je suis en bonne santé et j'ai pas envie d'injecter quelque chose dans mon corps voilà, qui me fait peur et qui va devoir peut-être m'injecter tous les 6 mois. » Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Mais vous êtes, encore une fois, en faveur de la vaccination, professeur Raoult. La question se pose, on vous le reproche. On vous reproche vos arguments qui nourrissent les anti-vax. On a vu encore dans les manifestations ce week-end beaucoup de gens qui vous soutiennent avec un « touchez pas à Raoult ». Ça vous touche, ce genre de liesse populaire autour de vous et de soutien? Il y a une violence des attaques contre vous qui est quand même assez forte. Comment vous réagissez face à ça? Professeur Raoult, vous ne sentez pas qu'il y a eu une espèce de jalousie autour de vous? Vraiment que les gens ont été jaloux parce que vous avez été trop mis en avant? Vous êtes devenu une star en 2 ans. C'est vrai que vous êtes un des personnages français les plus connus, les plus célèbres, les plus controversés, les plus commentés. Est-ce que ce n'est pas une sorte de jalousie française, ça? Est-ce que vous êtes prêt à partir en retraite, là, le 31 août, comme on vous le demande? Parce que vous avez atteint l'âge de la retraite. Professeur Raoult, avant de vous libérer, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, professeur? Merci en tout cas de nous avoir reçus aujourd'hui à l'IHU de Marseille. Merci. Merci en tout cas, professeur Raoult. Et mon père vous aime beaucoup. Ça peut vous aider. Voilà. Voilà, montage d'Adèle Bello qui n'a rien exagéré. Bruno Toussaint, je vous voyais lever les yeux au ciel. On n'est pas dans l'information, là. Enfin, je ne crois pas. On entend des questions. Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut cela? Et on demande l'opinion d'un expert. Bon, notre point de vue, enfin, sa parole est une donnée, évidemment, mais pour nous, on est très loin de la rationalité, de l'expertise basée sur les faits, etc. C'est la même chose que ce que disait Brice il y a quelques instants. Ça repose sur l'opinion de l'expert dans la revue réputée. Bon, c'est intéressant, mais pas plus que ça. Hein. Mais là, en l'occurrence, en plus, la revue réputée, enfin... J'ai regardé un petit peu tout ce qui est reproché, pas un petit peu, beaucoup à Didier Raoult. Et effectivement, il y a un gros problème en termes d'études et de publications. Il y en a très peu qui sont au fond, qui relèvent de publications de qualité. J'ai vu 4% là. Il y a eu des tas d'enquêtes faites. Alors, donc, il continue d'être considéré comme légitime. Je ne parle même pas de l'hydroxychloroquine. Et effectivement, les questions qui lui sont posées lui donnent de la légitimité. Mais il y a aussi le côté people. Hein, comment vous allez? Mon père vous aime beaucoup, etc. Voilà, comment vous réagissez, Brice Perrier? Parce que là, c'est récent, hein, c'est 27 et 30 août, si je ne me trompe pas, oui. Après, c'est un personnage donc, qui va faire de l'audience, il interviewe comme ça. Moi, je trouve que le cas de Didier Raoult, il a sans doute contribué, mais il est aussi... Il est extrémisé, quoi, en fait. C'est un sujet... Il s'extrémise pas lui-même? Il vous dit, il a contribué, mais le système aussi, il a contribué avec des gens qui sont des fanatiques de Raoult, d'autres qui vont vous dire que c'est le dernier des charlatans, alors que ce n'est pas le dernier des charlatans, c'est quand même... Vous dites 4% de publications. Je ne sais pas pourquoi l'INSERM lui donne un prix pour toute sa carrière en 2010 s'il n'avait que des publications frauduleuses. En 2010, c'est il y a longtemps, là. C'est il y a 10 ans. Il a 70 ans, donc il avait quand même fait une bonne carrière avant. Est-ce que depuis 10 ans, il s'est mis à faire que des publications frauduleuses? Ça m'étonnerait quand même. 4% des études signées ou co-signées par Raoult figurent dans des revues de qualité. Le label CNRS, qui lui a été retiré en 2018 qu'est-ce que c'est des revues de qualité aussi après? Qu'est-ce que c'est des revues de qualité? Parce que vous avez des responsables des plus grandes revues qui vous ont dit la moitié de ce qui passe dans mon journal, c'est n'importe quoi. Et ça, vous avez quelques déclarations comme ça. Donc il y a quand même aussi des critiques sur la publication scientifique qui sont dans toutes les revues. Je vous dis Nature. Regardez Nature, ce qu'a fait sur l'origine du virus. C'est la plus grande revue du monde. Eh ben, elle est très contestable. Hein, donc, et nous-mêmes, on a raconté à quel point les revues étaient sujettes à erreur. Mais quand même, sur Bruno Toussaint, sur ce que dit Brice Perrier sur Didier Raoult, qui continue à considérer comme un peu légitime quand même? Qu'il soit un chercheur avec une carrière et qu'il ait une légitimité à parler, je ne dis pas qu'il a raison, mais c'est évident. Vous parlez à des scientifiques d'ailleurs, à part ceux qui vont le détester, parce qu'il y en a qui le détestent, mais ils ne remettent pas en question que Didier Raoult, il a trouvé les virus géants, qu'il a trouvé je ne sais combien de bactéries. Oui. C'est quand même la personne qui a trouvé le plus de bactéries, donc il a apporté à sa discipline. De dire que c'est un pur charlatan, moi je pense que c'est n'importe quoi. Bruno Toussaint. On parlait de l'effet anxiogène du traitement de Covid par les médias. C'est ça le sujet? Entre autres, oui. Ah bon? Parce que
par rapport à cette façon d'interroger Didier Raoult, ou à ce que je disais Brice Perrier sur Didier Raoult, vous vouliez réagir? Le montage qu'on a vu, pour moi, ça illustre effectivement le côté sensationnel. Ouais. Et entièrement people. Ah, mon père vous aime bien, mais bon, enfin c'est bien, c'est le divertissement, c'est le spectacle, très bien. Mais on n'est pas dans l'information pour aider les personnes, pour aider chacun à mieux comprendre ce qui se passe, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, les faits, les hypothèses, les opinions, les probabilités, la balance bénéfice-risque, le regard critique, etc. Toutes ces choses qui sont très importantes, dont l'importance a été beaucoup plus visible dans cette crise Covid, mais c'est pas fini. Et là, on retombe sur effectivement le sensationnel. Bon, alors c'est pas anxiogène, hein, ce qu'on a vu là. Je ne dis pas que c'est anxiogène. Par contre, ça aide pas à réfléchir. Hein. Lise Barnéou, sur ce montage et ces questions. Oui, bah, moi je voudrais. Et Didier Raoult qui est toujours là, hein. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais j'aimerais bien conseiller à toutes ces chaînes en continu. Et pour être honnête, je dois dire que moi, je les regarde pas, donc j'ai pas ce regard critique, etc. Mais je voudrais juste leur conseiller peut-être d'embaucher des journalistes scientifiques dans leur rédaction, et ça changerait un peu la valeur et le contenu de leurs émissions. Voilà, c'est un peu comme ça que je voulais conclure l'émission précisément. Hein, c'était, est-ce que les médias, au fond, n'ont pas avancé dans cette pandémie plus que comme pro ou anti, etc., mais surtout comme des canards sans tête, sans culture scientifique. Alors on va oui, Bruno Toussaint. Il ne faut peut-être pas trop généraliser quand même. Hein. La preuve, on est là. L'émission, par des grands médias. Voilà. Non, il faut faire attention. Et puis peut-être un petit conseil de niveau de preuve modeste, mais tout de même, nous, qui nous est apparu comme conseil pratique au terme de l'enquête, là, c'est que ça paraît raisonnable quand même de ne pas trop abuser, si je puis dire, hein, de ne pas rester trop longtemps à regarder les informations. Et manifestement, c'est indispensable de s'informer, mais c'est un peu comme pour les médicaments, s'il n'y en a pas assez, ça ne va pas, quand c'est le bon moment. Mais s'il y en a trop. Mais s'il y en a trop, ça ne va pas du tout non plus. Et donc, manifestement, il y a tout de même tout un faisceau d'arguments et toutes sortes d'études qu'on a essayé de résumer, rapporter dans le dossier, qui montrent qu'au-delà d'une certaine quantité... 1 heure par jour, dites-vous, d'informations? Probablement au-delà de quelques heures par jour. Ouais. En général, chez une part importante des personnes, ça augmente l'anxiété face à une situation qui est elle-même anxiogène. Alors, c'est dommage parce que ça n'aide pas à avancer. Lise Barnéou. Oui, est-ce qu'on pourrait aussi distinguer du coup 1 heure d'information? Parce qu'il y a une chose qui est véhiculée par les images et il y a d'autres choses qui sont apportées par l'écrit, peut-être. Et ce serait peut-être aussi le moment de se dire que on réfléchit. La manière dont le lecteur réfléchit quand il lit un article, ouais, ou la manière dont on reçoit une information quand on est assis sur son canapé et qu'on voit des images. Ça, c'est une question pour Arrêt sur Image. Hein. Mais en tout cas, Arrêt sur Image, on réfléchit avec des images. Voilà, donc il faut regarder Arrêt sur Image. En fait, ce sera la conclusion de ce Club Indé. Merci à tous les trois et à la semaine prochaine. Merci.